Bonjour Nesrine. Bonjour. Bienvenue dans le Média Parésia, chez nous, dans nos locaux. Si je t'ai demandé de venir aujourd'hui, si on t'a invité aujourd'hui dans notre média, c'est parce que tu as un métier qui nous intéresse fortement pour le sujet qu'on traite aujourd'hui et qu'on traite cette semaine chez Parésia, qui est le sujet de la maternité, fête des gosses. Tu peux te présenter et quel est ton lien avec le sujet ? Oui, donc voilà, je m'appelle Nesrine, j'ai 34 ans, j'ai 2 enfants et je suis enceinte de mon 3e bébé. Je suis sage-femme et donc c'est le lien avec votre sujet. Il y a une question que je t'ai posée juste avant et que j'aimerais bien reposer face caméra. Est-ce que tu es devenue sage-femme d'abord ou maman d'abord ? Sage-femme d'abord. Ok, donc tu as d'abord connu le métier de sage-femme, tu as d'abord appris à donner la vie avant d'apprendre à devenir mère du coup. C'est un peu ça. J'ai pas appris à donner la vie, donc voilà, j'ai appris à accompagner les femmes à donner la vie, et puis ensuite je suis devenue mère. Ça a eu un impact dans tes accouchements ou pas du tout ? Clairement, je pense, après j'ai pas fait le avant-après, donc je peux pas comparer, mais je pense que clairement oui, la manière dont j'ai donné la vie a dû forcément être impactée par mes études. Si maintenant on doit se mettre dans une salle d'accouchement, on s'imagine la maman qui est là et qui est prête et qui est en train de souffrir à cause de ses contractions, du moins j'espère que c'est la situation dans laquelle elle est, et ou pas. Et puis il y a plein de personnes autour de cette femme. Mais finalement, il y a qui ? Et toi, tu te représentes où au niveau de toutes ces personnes autour de la table ? Il n'y a pas forcément plein de personnes, Okay. Elle n'est pas forcément en train de souffrir. J'espère. Elle est sûrement en train de vivre son accouchement, comme elle l'a décidé ou pas. Et elle essaye de faire ce qu'elle peut pour accompagner cette douleur et cette puissance. Mais autour d'elle, il y a souvent la personne qu'elle a décidé, qu'elle a choisie pour l'accompagner dans ce moment précis. Ça peut être son compagnon, sa compagne, sa maman, sa sœur, sa meilleure amie. Donc c'est vraiment très très vaste. Il peut y avoir effectivement, en général, il y a une sage-femme, voire 2 sages-femmes. Souvent, dans beaucoup d'hôpitaux, il y a des étudiantes sages-femmes, ou pas. Donc ça, c'est aussi au choix et par rapport à ce que la situation présente. Et alors, encore une fois, soit il y a une gynéco ou pas. Donc ça dépend un petit peu de par qui elle s'est fait suivre, où est-ce qu'elle accouche, le protocole de l'hôpital, comment ça se passe. Donc c'est vraiment, ça peut être vraiment différent d'une salle à une autre, d'un hôpital à un autre. Donc tu peux vraiment avoir sage-femme, gynéco, sage-femme. Bon, souvent il y a quand même une personne qui accompagne la femme. C'est assez rare, mais ça arrive où elle est toute seule. Et alors les éventuels étudiants autour, sage-femme, gynéco. Et alors des fois, on peut avoir un anesthésiste, mais ça dépend. Avant, on avait des kinés, maintenant ça se fait beaucoup moins. Donc en général, il n'y a pas grand monde. En plus du couple, plus ou moins 2-3 personnes en plus. Tu saurais nous expliquer quelle est la différence entre être sage-femme et être gynéco ? Et pourquoi est-ce que toi, tu as plus choisi plutôt le métier de sage-femme plutôt que gynéco ? C'est complètement différent. Je pense qu'on travaille bien ensemble. Mais voilà, pour être gynéco, il faut faire des études de médecine et ensuite faire une spécialisation gynécologique qui est quand même assez longue. Donc ils sont vraiment dans le côté médicalisé, alors que la sage-femme, elle a 4 ans d'études et elle, on est garante de la physiologie de la naissance. Donc nous, on apprend vraiment ce qu'est un accouchement naturel. On peut diagnostiquer toutes les pathologies, on peut référer à ce moment-là. Bon, on a plein de compétences, je ne vais pas toutes les citer, il y a une liste de compétences de sage-femme. Mais voilà, on a une approche un peu plus... je ne sais pas comment vraiment la définir, mais elle est multidisciplinaire, vraiment, dans le sens où elle est psychologique, elle est médicale, elle est physiologique, elle peut être aussi pathologique parce qu'on peut aussi gérer certaines pathologies. Donc voilà, c'est 2 métiers différents. Oui, c'est 2 métiers différents. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de faire sage-femme ? Parce que je savais juste que je voulais travailler avec la femme. Très très vite. Je ne savais pas comment, quoi, qu'est-ce. Je ne comprenais pas trop. Et puis, j'ai décidé de me lancer dans des études de médecine.
Et finalement, après un échec, je me suis un peu remise en question, j'ai beaucoup parlé, et puis je me suis dirigée vers ce métier que je connaissais pas du tout en fait, et qu'on m'a fait découvrir, et que j'ai adoré, et je me suis rendu compte qu'en fait, dans une salle d'accouchement, j'ai pas envie d'être la personne qui va juste venir quand il y a une pathologie, ou juste venir quand il faut expulser l'enfant, mais j'ai envie vraiment d'être cette personne qui va accompagner cette femme tout au long de ce processus de mise au monde. Mais au-delà, mais ça, j'ai pu le découvrir par la suite, donc le avant l'accouchement, le après l'accouchement et tout ça. Donc, tu saurais nous en parler un petit peu de qu'est-ce que tu fais principalement avant et après, parce que c'est pas juste sur le moment, il y a aussi une préparation à l'accouchement. le rôle de la sage-femme, Ouais. alors là, il est big. Multiple surtout, ouais. Il est multiple, donc on a effectivement, on peut revenir vraiment en arrière en préconceptionnel, c'est-à-dire qu'avant même la conception, donc dès le désir d'enfant, on propose des consultations où on peut venir en parler, et alors il y a tout un tas de choses qui peuvent être mises en place par rapport à l'hygiène de vie, beaucoup d'éducation à la santé, au niveau médical, au niveau, prise de sang, enfin des choses comme ça pour pouvoir vraiment partir sur de bonnes bases. Okay. Et le côté psychologique, parce que faire un enfant, c'est pas spécialement évident pour tout le monde. Et donc, du coup, voilà, il y a vraiment cette préconception. Ensuite, on a toute la grossesse, où notre rôle va être essentiellement de préparer la maman à mettre au monde son bébé, mais pas seulement, à vivre cette grossesse également, correctement, à faire face à plein de choses qui peuvent se passer pendant la grossesse, pendant l'accouchement, mais aussi après l'accouchement. Donc c'est une préparation qui est assez globale. Donc on a des spécialités chacune. Donc on peut être quelqu'un qui va faire vraiment une préparation globale à l'accouchement, où on va essayer de toucher un petit peu à tout pendant un certain nombre de séances pour pouvoir donner un maximum d'informations, parce que je pense que ce qui fait le plus de dégâts, c'est l'ignorance. D'arriver en salle d'accouchement et de ne pas vraiment savoir quoi, qu'est-ce, comment, c'est un peu compliqué pour les mamans, et souvent c'est là où elles sont le plus démunies. Donc vraiment l'information et la connaissance, c'est vraiment hyper important. Et puis, il y a des sages-femmes qui vont plus se spécialiser en aptonomie, préparation d'un accouchement en aptonomie. Donc ça, c'est vraiment par rapport au toucher avec le bébé, de se connecter avec son bébé et de vivre sa grossesse d'une manière complètement différente. Okay. Puis on a par le chant. Okay. T'as la préparation à la naissance aquatique, donc dans les piscines et tout ça. T'as par hypnose, enfin voilà, il y a une multitude de préparations qui sont complètement différentes. Voilà, et des sages-femmes en général soit se spécialisent, soit font quelque chose de plus global. Donc ça va dépendre un petit peu. Et puis des fois il y a des sessions d'information. Vraiment ça c'est très informatif. Ça se fait souvent en groupe dans les hôpitaux. C'est les hôpitaux qui organisent ça. Okay. Et c'est souvent des sages-femmes qui viennent parler de différents sujets. Donc les sujets, ça va parler de l'hygiène de vie pendant la grossesse, de l'alimentation de la maman, du diabète gestationnel. Ça peut être aussi de l'accouchement lui-même, le jour J, donc les contractions, ce que c'est qu'une contraction, à quoi elle sert, mettre des mots sur des choses hyper importantes, parce que pouvoir vivre ça, il faut comprendre ce qui se passe pour pouvoir le vivre correctement et pas se faire prendre par tout ce qui se passe, parce qu'il se passe énormément de choses. Il y a la poussée. La manière de respirer, souvent on me demande mais dans quelle position je dois me mettre et comment je dois pousser, comment je dois respirer. On ne se rend pas compte qu'on sait faire tout ça, mais des fois il suffit juste d'en parler et de rassurer, et surtout de rappeler aux mamans que tout se trouve en elles. Elles ont tout en elles. Elles ont vraiment toute cette donnée, toutes ces compétences, tout ça est là. Il faut juste leur montrer comment faire pour aller les chercher. Et des fois il ne faut même pas le faire, parce qu'en fait ça sort tout seul, et on est assez puissante quand même. Et donc du coup, j'en doute vraiment pas. Du coup voilà, donc on est un petit peu là pour les guider à vraiment ressortir tout ça, tout ce qui est en elles. Et alors on prépare à l'allaitement, au postpartum. Donc le postpartum c'est le après accouchement, que ça soit le postpartum immédiat, donc la gestion de ce qui pourrait se passer pendant l'accouchement, juste après, comme les hémorragies, comme des choses comme ça, des petites choses, la réanimation du bébé. Et alors, le postpartum un petit peu plus lointain, à la maison,
l'allaitement, effectivement, est un grand point. Mais comment est-ce qu'on s'occupe d'un bébé, comment on lui donne un bain, des choses comme ça. Qui s'apprennent au final, hein. Des fois, c'est complètement inné, et puis des fois, il faut vraiment... c'est acquis aussi, c'est encore un autre truc. Mais des fois, il faut vraiment expliquer, montrer, parce que il y a des personnes qui n'ont jamais eu un bébé entre les mains, et donc ils ne savent pas trop. On peut aussi parler donc du jour J, de tout ce qui est complications d'accouchement, que ce soit instrumentalisation, que ce soit césarienne en urgence, que ce soit... tout ce genre de petites choses. L'épisiotomie, c'est pas vraiment une complication, mais... la péridurale, on parle un peu de vraiment tout, on donne des informations assez globales sur tout ce qui peut se passer en salle. Ton rôle de sage-femme ne s'achève pas une fois que l'accouchement est terminé, c'est ce que tu disais. Et tu fais de l'accompagnement à la maison pour les mamans? Moi, personnellement, oui, mais toutes les sages-femmes n'en font pas. Mais ça se fait en tout cas. Oui, beaucoup de sages-femmes font ça. Il y en a qui ne font que ça. Donc en gros, maintenant, en Belgique, on ne reste plus que 2 nuits à l'hôpital. Si tout va bien, pour une maman qui accouche par voie basse, on dit. Donc celles qui sont par césarienne, c'est 1 nuit de plus. Et donc du coup, notre rôle, ce sera vraiment de prendre soin en fait de la maman et du bébé à la maison. Donc on va suivre le côté médical, donc au niveau du poids du bébé, de sa température, de son état général, de la fameuse jaunisse. Donc c'est l'ictère physiologique ou pathologique du nouveau-né. Et puis de la maman, on va suivre un petit peu la fameuse montée de lait, tous les risques qui sont en lien avec ça, donc l'engorgement, la mastite, les crevasses, tout ce qui pourrait arriver de problématiques à ce niveau-là. Les plaies de césarienne, les plaies d'épisiotomie, les plaies de déchirure, tout ça c'est des choses qui peuvent s'infecter, les pertes de sang. À la maison, l'état général aussi de la maman, donc c'est vraiment tous les côtés médicaux, et puis après il y a tout le reste, voir un petit peu comment elle se sent, elle rentre malheureusement à un moment charnière, c'est-à-dire que le 2e jour, en général, la 2e nuit, c'est ce qu'on appelle la nuit de Java, donc c'est souvent là où le bébé va vraiment être hyper... nerveux, pas beaucoup dormir, beaucoup demander le sein, beaucoup solliciter la maman va être très fatiguée parce que souvent quand c'est son premier bébé, la première nuit elle a passé la nuit à le regarder comme ça en mode il est trop beau, il est trop magnifique, et elle n'a pas beaucoup dormi, elle s'est pas beaucoup reposée, et puis finalement ça s'est enchaîné pour peu que l'accouchement ait pris 3 jours, des fois ça va très très vite et on arrive dans un état de fatigue extrême, et elles doivent sortir, et elles doivent rentrer à la maison et se retrouver toutes seules avec leur bébé. Donc c'est pas toujours facile, elles sont pas toutes tout le temps accompagnées comme il le faut par leurs proches ou leurs compagnons ou leurs compagnes, et donc du coup c'est vrai que c'est assez c'est un moment charnière qui est un peu compliqué, et donc le côté psychologique il peut vraiment en prendre un bon coup, et il y a le fameux baby blues. Pourquoi ? Le placenta sort avec donc le placenta c'est quand même un organe qui va donner beaucoup d'hormones, c'est ce qui pendant toute la grossesse, et une fois qu'il sort avec sa production d'hormones, et donc du coup il y a cette fameuse chute hormonale qui n'est pas négligeable, qui peut passer tout à fait inaperçue chez certaines personnes et vraiment pas chez d'autres, et donc du coup c'est un moment assez compliqué, le 3e jour, où il faut être quand même assez présente auprès des mamans. Okay. Souvent on a des pleurs, souvent juste fait tomber sa bouteille d'eau et c'est la fin du monde, mais on est juste là pour lui expliquer que tout va bien, pour répondre à ses peurs, ses besoins. On essaie d'être présente comme on peut à ce moment-là. Et puis par la suite, on suit vraiment l'évolution de cette maman et de ce bébé à la maison, que ce soit pareil, point de vue psychologique, point de vue médical, allaitement, prise de poids du bébé, état général, tout ça. Pour faire le parallèle avec le métier de gynécologue, où est-ce que le métier de gynécologue s'arrête dans l'accouchement, dans la grossesse? Alors le gynécologue va donc suivre la maman aussi en préconceptionnel, même bien avant, en PMA, donc en procréation médicalement assistée, quand les personnes n'arrivent pas à procréer naturellement. Pendant toute la grossesse, donc ils font des suivis aussi, des consultations prénatales, on peut en faire aussi. Mais dans la loi, il faut prévoir un rendez-vous en début de grossesse avec un gynécologue et un en fin de grossesse. Donc on peut vraiment suivre toute la grossesse, mais il faut qu'il y en ait 2 par un gynécologue, plus les échographies. Donc il y en a 3, un pour chaque trimestre. Et donc voilà. Et ensuite, à l'accouchement, que ce soit un accouchement par voie basse ou par césarienne, pour tout ce qui est complications d'accouchement, pour instrumentalisation, donc ça c'est les gynécos qui instrumentent,
Et alors, voilà, en général, le gynéco sera là à l'hôpital, viendra voir la maman soit le jour de sa sortie, soit le lendemain, assez rapidement, on va dire. Nous, on est vraiment dans cette continuité de soins pour tout ce qui est prescription de contraception et tout ça. Et puis après, il y a le check-up des 6 semaines, plus ou moins. Donc 6 semaines après l'accouchement, la maman revient avec ou sans son bébé, mais pour juste faire un check-up, voir un petit peu comment ça se passe au niveau de la cicatrisation et tout ça. Donc en général, ça s'arrête là. En général. Donc, mais il y a plein d'exceptions. Hein. Il y a plein de possibilités de complications, il y a plein de choses qui peuvent se passer qui font que... Tu l'as revu plus tôt ou encore après. Voilà. On peut donc faire un accouchement sans gynécologue? Tout à fait. Ok. Ça se fait assez fréquemment dans beaucoup d'hôpitaux. Donc il y a des hôpitaux qui sont plutôt privés, d'autres qui sont plutôt publics, où si on n'est pas spécialement suivi... En fait, il y a cette question d'assurance. Donc, si la patiente a une assurance hospitalisation, un truc en plus que la mutuelle de base, en général, elle va vouloir... ça dépend, hein, c'est pas comme ça pour tout le monde, mais vouloir que son gynéco soit là parce qu'il l'a suivi pendant toute la grossesse ou pas, ça dépend. Donc, il y a des hôpitaux vraiment où, là, par contre, c'est comme ça. On est suivi par son gynéco, on est accouché par son gynéco, sauf si... exception. Donc là, ce sera un autre gynéco, mais ce sera un gynéco qui viendra. Puis il y a deux autres hôpitaux où, quand par exemple la patiente n'a pas spécialement envie, déjà, parce qu'elle a été suivie par exemple 2 fois par 2 gynécos différents, mais en fait toute la grossesse par des sages-femmes, dans ces hôpitaux-là, ce sont les sages-femmes qui font les accouchements. En général, il y a 2 sages-femmes dans la salle et ensemble, elles font les accouchements. Mais il y a toujours un gynéco qui sera dans la salle d'accouchement pour tout ce qui est acte nécessaire urgent. Donc s'il y a une césarienne en urgence qui doit être faite, s'il y a on a besoin d'une instrumentalisation, des choses comme ça. Donc dans le service, il y aura toujours un gynéco de garde, mais les sages-femmes vont pouvoir faire les accouchements toutes seules. Ok, donc ça va, il y a toujours un accompagnement qui est fait, mais pour moi, tu vois, la vision que j'ai, c'est le gynécologue qui fait accoucher une femme. C'est pas du tout... je pensais vraiment que les sages-femmes, c'était un peu le rôle des infirmières, c'est les infirmières du gynéco. C'est un peu l'image que je pense que beaucoup de personnes ont, c'est les sages-femmes qui accompagnent la maman et qui ont un lien différent avec la maman, mais qui sont vraiment en mode infirmière, donc accompagner le gynécologue. En fait, on a des rôles complètement différents. Une infirmière et une sage-femme, c'est pas pareil. Non du tout, déjà. Mais voilà, on est très complémentaires aussi et c'est très bien, mais c'est pas le même métier. Mais je pensais vraiment qu'au niveau de la place, c'était la même chose. Tu vois, au niveau des médecins, je sais que les infirmières sont également là pour épauler les médecins. Je pensais la même chose pour les sages-femmes, au final. Mais là, la sage-femme, elle va vraiment... ça dépend encore des hôpitaux, du fait que ça soit privé ou pas, mais elles vont avoir un lien téléphonique, par exemple, avec un gynéco tout au long du travail. Quand c'est des hôpitaux privés, parce que le gynéco veut savoir un peu où ça en est, déjà c'est pour savoir quand arriver, pour déceler toute anomalie, toute pathologie, pour être là, on travaille vraiment ensemble. Et puis dans d'autres hôpitaux où c'est vraiment la sage-femme qui va être garante de la physiologie de l'accouchement jusqu'au bout. À partir du moment où ça devient pathologique, on a les capacités de le diagnostiquer, et à ce moment-là, on a l'obligation de passer la main, parce que ça peut se retourner contre nous. Ouais, c'est ça. Ça peut se retourner contre nous. Le terme sage-femme, est-ce que tu saurais nous expliquer ce que c'est? Alors, sage-femme, ça vient de... je ne sais plus quel mot. En latin, un mot en latin. Oui. Qui veut dire s'occuper, ça connaître la femme, s'occuper de la femme. Okay. Et donc du coup, on en parlait justement, sage-femme, on peut être femme sage-femme ou homme sage-femme. Donc c'est le fait vraiment, c'est pas le fait d'être sage, mais c'est le fait de s'occuper, le fait de prendre soin et d'avoir une connaissance sur la femme. Voilà. Donc on peut dire un sage-femme. Oui. On peut être homme sage-femme. Et il y a l'autre terminologie, on peut dire maïeuticien, maïeuticienne, c'est aussi pareil. Oui, c'est ce que je t'avais dit, j'avais fait des recherches et quand je me demandais à Google quel est le terme masculin, quel est le métier masculin pour désigner le mot sage-femme, et il disait maïeuticien. Il y avait, en tout cas dans les premières recherches évidemment, à aucun endroit il était marqué qu'on disait un sage-femme. C'est un terme que j'ai pas du tout. Et pourtant. Mais justement, quelle est la place de l'homme dans la maternité, dans cet endroit qu'on appelle à l'hôpital, dans cette zone qu'on appelle à l'hôpital la maternité? Quelle est la place des hommes, autant en tant que papa, qu'en tant que gynéco, qu'en tant que sage-femme? Homme.
Homme sage-femme, j'en ai connu un, mais qui travaillait plus en administratif ici en Belgique. Je sais qu'il y en a, mais moi, je n'ai jamais travaillé avec un homme sage-femme. Mais par contre, des gynécos, il y en a beaucoup. Comme ça. Il y a des gynéco-femmes, des gynéco-hommes, et leur rôle, il est tout à fait le même. C'est pareil, c'est leur rôle de gynécologue. Pareil, du début en préconceptionnel jusqu'au postpartum. Donc c'est vraiment exactement la même chose. Leur rôle, il est bien défini. Après, dans certaines communautés, ça va être un petit peu plus compliqué parce que les femmes vont vraiment demander à être suivies. Bon, déjà, elles vont se diriger dès le départ parce qu'on a le choix de choisir vers des femmes, des gynécologues femmes. Mais il se peut que, par exemple, au moment de l'accouchement, la gynécologue n'est pas disponible. À ce moment-là, on fait appel au gynéco de garde. Le gynéco de garde peut être une femme ou un homme. Et quand c'est un homme, ça peut être compliqué pour elle parce que elle ne s'imagine pas montrer la partie la plus intime à un homme autre que leur homme. Et donc, du coup, ça peut être compliqué pour certaines femmes et pas du tout pour d'autres qui, elles, ont dès le départ fait le choix d'aller vers un homme sage-femme. Certains vont dire, moi, je trouve que les hommes sage-femmes sont beaucoup plus doux, sont beaucoup plus gentils, sont beaucoup plus... Ça dépend, je pense que... C'est dans le caractère de chacun en soi. Pour moi, ça n'a pas d'impact si c'est un homme ou une femme, c'est vraiment la personne qu'on a en face de soi. Donc on peut très bien tomber sur quelqu'un de très sympathique, homme ou femme, et voilà. Au niveau du suivi des papas. Oui, le papa. Quand il y a un papa, du coup, on est dans une société où malheureusement, ils sont un petit peu mis à l'écart dans ce monde de femmes, mais de moins en moins. Donc là maintenant, les papas, lors de la préparation à la naissance, la place et le rôle du père, on en parle aussi. Okay. Et on essaye même de demander que cette fois-là, si le papa n'est pas là, souvent maintenant de plus en plus les papas sont tout le temps là. Et donc du coup, on essaie de se dire, s'il y a une séance à faire avec votre compagnon, dites-nous quand est-ce que c'est. Et alors moi, cette séance-là, je vais vraiment parler aussi du rôle et de sa place à lui en tant que père dans ce monde-là et le jour J. Et donc voilà, donc ça va être des hommes qui sont beaucoup plus impliqués aujourd'hui dans la naissance de leur enfant. Et beaucoup dans ce que pourrait vivre leur femme, en fait. Et donc, c'est des hommes qui veulent vraiment essayer de... en fait, l'accouchement, je dis toujours, c'est une montagne, et on essaie de gravir la montagne avec un gros sac de pierres. Et à chaque fois qu'on monte, on dépose une pierre pour s'alléger et pour arriver tout en haut. L'homme... ça va être le coach à côté. L'homme, lui, tout ce qu'il a envie de faire, c'est de prendre ce gros sac de cailloux. Il a envie de le prendre parce qu'il se dit, attends, moi, je suis fort, je veux prendre de ma femme. Il peut pas. Il peut pas. Non, malheureusement. Et donc, ils sont en général très frustrés. Mais il faut juste leur dire que c'est pas parce qu'ils peuvent pas porter ce sac qu'ils sont inutiles. Et ça, c'est hyper important de leur dire. En fait, c'est eux le coach à côté. C'est le coach qui va être là, qui va dire « Allez, on y va », qui va lui donner de l'eau, qui va l'essuyer, qui va lui dire « On y va, on y est, vas-y, tout ce qui est passé, on va y arriver, je vais t'aider. » Puis elle a mal aux jambes pendant cette montée, il va lui masser ses jambes, et puis son dos, et puis il va l'épauler, et puis il est hyper important. Nous, on dit toujours que c'est le garant de la naissance, parce que en fait, c'est le garant de ce que la femme veut. La femme, elle va arriver avec son histoire, avec plein de choses, puis elle va surtout arriver avec sa douleur, sa puissance de femme en train d'accoucher, et elle n'est pas spécialement là à l'instant présent. Mais elle a préparé ce moment-là. Et elle a dit, moi je veux ça, moi je voudrais ça, et je voudrais surtout pas ça. Non. C'est hyper important que le papa il soit là pour entendre ça, tout ça. Parce que c'est lui, à un moment donné, qui va faire, écoutez, là, je sais qu'elle veut pas. Ça, ouais. Ou elle veut. Je sais que là, ça, c'était sa limite. J'aimerais bien qu'on la respecte. Okay. Et donc, c'est le garant de la physiologie et de la psychologie de cette femme qui est en train de donner naissance. Et donc, c'est hyper important. Le rôle du père, là-dedans, il est vraiment très important. Il va falloir que lui soit là pour ça. C'est la personne qui connaît le mieux sa femme à ce moment-là, qui sait très bien quels mots utiliser, quels gestes poser sur sa femme. Il sait très bien quand le poser. Des fois, ils ne savent pas trop, mais elles sont là pour leur dire qu'il ne faut pas les toucher et de se taire. Mais souvent, ils savent exactement quoi faire, quoi dire,
quand le faire et quand le dire. Et c'est hyper important que lui soit présent auprès de sa femme. Et souvent, les femmes, elles sont là, mais en fait, merci d'avoir été là. Et on est loin de l'homme qui attend devant la porte que le bébé pleure pour venir voir si c'est une fille ou un garçon. Enfin, là, maintenant, on est vraiment dans complètement autre chose. Et les hommes veulent vraiment être acteurs de cette naissance autant que les femmes. Et c'est hyper important de leur donner cette place et de leur laisser cette place à ce moment-là. On peut donc parler du congé maternité et du congé paternité. Ouais, on aussi. On peut parler du... Je sais que tu as un avis... On peut parler du congé de maternité, de paternité. Qu'est-ce que tu veux savoir? Au niveau du congé de maternité d'abord, et puis on reparlera après du congé paternité, mais d'abord du congé maternité, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est suffisant? Combien c'est de semaines, pardon? Alors en Belgique, aujourd'hui, on est à 15 semaines pour les employés, enfin les ouvriers, employés, tout ça. Et pour les indépendants, on est à 12 semaines. Et c'est bien évidemment pas suffisant. Dans les deux cas. Donc dans les deux cas, ouais, c'est un peu compliqué. Mais je pense qu'on essaie de se battre pour ça et on essaie d'arriver un petit peu à chaque fois, mais on est loin de certains pays de l'Europe qui vont vraiment au-delà de ces chiffres-là. Mais voilà, déjà, ça ne devrait même pas s'appeler un congé, parce que c'est tout sauf un congé. Il se passe tellement de choses dans notre corps. Ça dure 3 mois. Faut savoir que la gestation dure 9 mois, donc 3 trimestres. Et là, on parle du 4e trimestre de la grossesse. Le 4e trimestre de la grossesse, c'est quoi? C'est les 3 mois qui suivent l'accouchement. Donc ils font toujours partie de la grossesse au final. Voilà, donc en gros, c'est la dégestation. Donc c'est le moment où physiologiquement, tous les changements qui se passent dans le corps d'une femme vont petit à petit revenir à la normale. Donc tout ce qui est hormonal, que ce soit au niveau du cœur, parce qu'il faut savoir qu'on a plus de 1,5 litre de sang en plus en fin de grossesse qu'en début de grossesse. Le cœur va pomper beaucoup plus, on est beaucoup plus essoufflé, on est beaucoup plus fatigué, on a des pieds comme des poteaux, enfin il y a plein de trucs qui changent à ce niveau-là. Que ce soit au niveau de la perte de cheveux, que ce soit au niveau du ventre qui s'est arrondi et qui va reprendre sa place initiale, donc au niveau de l'utérus qui va lui pouvoir se contracter pour revenir à sa place initiale, mais également les abdominaux, tout ça, au niveau du périnée qui a été bien étiré, que ce soit donc un accouchement par le bas, le périnée il a bien été étiré, il a été meurtri souvent, il faut qu'il se remette en place. Donc là maintenant on a aussi d'autres choses avec des kinés pour pouvoir le refaire, mais naturellement déjà il faut que ça se passe. Pour peu qu'on ait une césarienne, on a été quand même coupé en plein milieu d'abdominaux. Et tout le reste, et l'utérus et tout ça, il faut que ça se remette. Voilà, il y a tellement de changements physiologiques pendant une grossesse que c'est tout à fait normal qu'il faut prévoir un certain temps pour que ça revienne à la normale. Et on parle de ces 3 mois. Donc en fait, pendant ces 3 mois-là, on doit s'occuper une autre personne que nous-mêmes, parce que on a une autre personne qui est là. Il faut la nourrir, il faut reprendre ses besoins, il faut apprendre à la connaître. On la connaît pas, on connaît pas ce bébé. On fait connaissance avec cet enfant. On fait connaissance avec ce bébé, tout est nouveau pour lui. Souvent, quand c'est un premier bébé, tout est nouveau pour nous aussi. Et donc, il faut essayer de comprendre, essayer de lire à travers les cris, les pleurs, de vraiment essayer de trouver ces moments, ces réponses à toutes ces questions qui se passent. Et on s'oublie souvent, on s'oublie énormément. On ne se rend pas compte que notre corps, il a pris cher et qu'il a besoin de temps pour se remettre. Et on n'a pas le temps pour se reposer. C'est pas un congé. On ne se repose pas, on n'est pas en congé, on n'est pas affalé, on fait beaucoup de choses. Si on a d'autres enfants, il faut suivre aussi. Le papa, des fois, il est là, des fois, il n'est pas là, des fois, on est maman solo. Donc ça dépend. Il y a l'école, il faut faire à manger pour eux, il y a le ménage, il y a plein de choses. On n'a pas spécialement les moyens pour pouvoir faire appel à d'autres personnes pour ce genre de choses. Donc ouais, clairement, non. Ça répond à la question initiale, ce n'est pas assez parce qu'on ne peut pas avoir assez avec 3 mois et des poussières pour pouvoir se remettre de tout ce qui vient de se passer, de s'occuper de ce nouveau bébé ou de s'occuper du nouveau bébé et des anciens, et puis après se dire bon allez ciao, je retourne au travail, tout va bien. Mais il y en a beaucoup qui se mettent en pause jusqu'à ce que tous les enfants soient à l'école avant de pouvoir reprendre. Tout le monde n'a pas les moyens de faire ça. Tout le monde ne peut pas se donner les moyens de faire ça malheureusement. Il y en a qui vont pouvoir le faire et d'autres qui n'auront vraiment pas le choix et qui vont devoir reprendre le travail quoi qu'il arrive. Mais reprendre le travail pour aller payer une crèche qui coûte je ne sais combien aujourd'hui. Donc il y a vraiment, en fait, t'es perdu là avec ton enfant en te disant c'est soit je retourne travailler et j'ai de l'argent
pour payer le loyer, soit je reste à la maison, mais j'ai pas d'argent pour payer ce loyer ou pour payer la crèche. Ouais, c'est assez compliqué. On est les crèches communales, mais il faut avoir sa place. Ouais, il faut c'est ça. ci, En il faut plus, ça. c'est galère aujourd'hui. Enfin, je suis pas maman, mais je sais à quel point pour beaucoup de femmes, c'est galère aujourd'hui. Non, c'est galère. Et puis, il y a l'aspect psychologique aussi, où elles sont pas prêtes. Elles sont pas prêtes. Souvent, elles sont pas prêtes de laisser un tout petit bébé de 3 mois dans les mains de quelqu'un d'autre, alors que ce bébé, ça fait à peine 3 mois qu'il est là, alors que ça faisait 9 mois qu'il était en moi. Et 3 mois après, il y a cette séparation, alors que déjà, physiologiquement, naturellement parlant, un bébé, il est immature. Donc nous, en fait, on met nos bébés, enfin les êtres humains mettent leur bébé au monde beaucoup plus tôt qu'il ne faudrait. Parce que on appelle ça le compromis obstétrical. C'est-à-dire que, en fait, en gros, une vache qui met au monde un veau, une girafe qui met au monde son petit, enfin tous ces animaux-là, on voit très bien que l'animal très vite se met sur ses jambes, très vite se dirige vers le sein, très vite est beaucoup plus autonome, en tout cas qu'un petit bébé être humain qui sort et qui est complètement dépendant, mais à 100% de la personne qui l'a mis au monde ou d'une autre personne. Pourquoi ? Parce que on est des mammifères avec le cerveau le plus développé. Et donc, quand il y a eu le passage de 4 pattes à 2 pattes, 2 pattes debout, on va dire, le bassin aussi a changé. Donc, il y a eu une discordance entre la taille du crâne du bébé et la taille du bassin, qui a fait que, en fait, c'est affilé, le bassin. Il y a une disproportion. Donc, on ne peut pas attendre que le bébé soit mature pour pouvoir faire passer sa tête à travers notre bassin. Et donc, du coup, il a fallu trouver un compromis. Et le compromis, ça a été de mettre ce bébé au monde immature. Donc, il aurait fallu garder ce bébé dans notre ventre 1 an de plus pour pouvoir être un peu comme les autres mammifères et pouvoir avoir une certaine maturité. Ce qui n'est pas possible. Donc, si déjà, quand on voit ça, on a 1 an. Déjà, le minimum, c'est de pouvoir garder ce petit être 1 an près de nous. Et on le voit, on a des réflexes archaïques qu'on appelle le grasping. Il y a plein de... C'est quoi le grasping ? C'est le fait de s'accrocher. Donc, on peut mettre le doigt dans la main du bébé, il va s'accrocher. Souvent, c'est pour s'accrocher à sa maman, comme les singes s'accrochent à leur maman pour pouvoir... quand elle bouge, quoi. Et donc, il y a plein de réflexes qui prouvent qu'en fait, le bébé, il n'a rien à faire ailleurs qu'avec nous. Et donc, du coup, ça, on s'en rend pas compte, mais on nous donne 3 mois. Et pour les papas, combien ? Pour les papas, là, maintenant, depuis donc, 2023, on est à 20 jours. On est à 20 jours. Donc... Et encore, c'est pas obligatoire. Il faut savoir que dans certains postes, le papa va pas les prendre ces 20 jours. Parce que, responsabilité oblige. Pression, en plus. Pression au niveau de l'employeur. Et voilà, c'est pas son rôle, quoi. Donc, du coup, il va pas les prendre ces 20 jours. Et puis, des fois, ils vont les prendre, mais ils vont les scinder dans des moments assez précis. Souvent, ce que les papas font, c'est qu'ils vont prendre quelques jours tout de suite après l'accouchement. Et puis souvent, il y a la maman, la maternelle ou paternelle qui va venir et qui va s'occuper un peu de la femme et de son enfant. Et il va préférer garder un maximum de jours pour la reprise du travail de la maman. Pour ne pas mettre ce bébé en crèche beaucoup trop tôt. Il y a plein d'arrangements qui sont comme ça, mais... C'est bien réfléchi. En tout cas, cette technique-là, ce petit truc que tu fais avec ce que tu as et comme tu peux, en fait. Ouais. Mais c'est trop peu. Oui, c'est triste de devoir faire des stratégies pour te dire comment je vais réussir à garder et à élever mon enfant sans m'en inquiéter alors qu'il a à peine 3 mois, comme tu le disais. Après une fausse couche, congé maternité ou pas congé maternité ? Alors ça dépend de quand se passe la fausse couche. Soit elle est précoce, et là il n'y a rien, il y a niette. Il y a un petit certificat médical au bon vouloir du gynéco de 1, 2, 3 jours, 1 semaine. 2 semaines. Ça dépendra vraiment de ce que le gynéco considère, ce que tu es en train de vivre. C'est quand même assez... ça, c'est vraiment un gros souci. Et puis, je pense qu'on parle de 180 jours, plus ou moins. Après le 181e jour, on a le droit à un vrai congé de maternité. Et donc là, c'est exactement comme si on avait mis au monde un enfant. Donc ça, c'est la fausse couche plus tardive. Et donc à ce moment-là, on a les 15 ou les 12 semaines. La fausse couche, c'est quelque chose qui peut se prévoir ou bien c'est...
Oui et non, dans le sens non, ça peut complètement être comme ça, quelqu'un qui a déjà eu des enfants, qui a fait des fausses couches, 1, 2, et voilà, on ne sait pas trop pourquoi. Des fois, oui, ben voilà, enfin, je n'ai pas envie de stigmatiser, mais voilà, il y a dans certains cas où on dit, ben voilà, ça va... ça va augmenter le risque de fausse couche si on fait ça ou si on fait ça. Donc il faut éviter de le faire. Et donc il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire pendant une grossesse, il y a certains aliments qu'on ne peut pas consommer, il y a des choses qu'on ne peut pas... voilà, on vous dit bah, ça augmente le risque de fausse couche, donc ne le faites pas. Et donc à ce moment-là, si on le fait et en excès, ben, effectivement, ça peut être prévisible. Comme... ça peut ne pas du tout l'être, dans le sens où ça reste un risque. Ça ne veut pas dire qu'on fait ça, qu'on aura d'office une fausse couche. Ça reste un risque. Il y a des femmes qui font certaines choses et qui n'ont absolument rien. Et puis, il y a des femmes où on ne sait pas du tout pourquoi elles font des fausses couches. Et donc là, c'est vraiment pas prévisible. Donc, oui. Il y a un suivi après un avortement. Est-ce qu'une sage-femme est présente pendant un avortement ou comment est-ce que... En Belgique, pas vraiment, pas beaucoup en tout cas, sauf dans les plannings familiaux. Donc il y a des avortements dans les plannings familiaux, des sages-femmes qui travaillent là-bas avec des gynécos où elles peuvent être là. J'ai jamais travaillé en planning, donc je sais pas trop comment ça se passe, mais en tout cas c'est pas vraiment prévu. En tout cas dans nos études, nous on nous forme pas à ça. Donc je pense qu'on est formé sur le tas si on travaille avec ça, dans les hôpitaux ou dans les plannings. Et voilà, mais il n'y a pas de suivi, en tout cas prévu pour un avortement avec une sage-femme. C'est une question bien spécifique, la prochaine. C'est comment est-ce que ça se passe ou est-ce que tu as déjà vécu l'accouchement d'un enfant porteur d'un handicap ou d'une maman porteuse de handicap et qui va donner la vie? Et est-ce que vous apprenez ça à l'école tant qu'on est dans... Oui, ça on apprend, enfin on sait que ça peut arriver. Au niveau du bébé, au niveau de la maman aussi? Oui, dans les deux cas. Ok. Alors au niveau de la maman, c'est très simple. Ce sont les femmes qui accouchent le mieux. Ok. Donc ce sont des femmes qui ont une dissociation entre ce qui se passe là et là et là. Et donc du coup forcément, en fait elles vivent l'instant présent. Elles vivent ce qui est en train de se passer et il y a moins de complications. Enfin bon, après ça dépend de l'handicap. Hein. Si c'est un handicap moteur, enfin au niveau, ouais, il y a plein de choses. Mais je parle là, plus. C'est plus un handicap mental. Moi, je pense plus à un handicap mental où voilà, ça va être très très facile, très simple en général. Donc ça dépend un peu le degré. Hein. Moi, j'ai jamais vécu ça. J'ai déjà vécu un accouchement d'une femme handicapée moteur, mais c'était une césarienne parce que c'était impossible de faire par voie basse. Donc c'est un peu différent aussi. Donc voilà, je pense que la prise en charge de toute façon, elle est la même. On prend en charge une femme qui vient mettre au monde son bébé et après avec ses spécificités. Donc voilà, on s'en occupe par rapport à ses besoins à ce moment-là. Donc je pense que c'est pas vraiment hyper différent. Alors, des bébés porteurs d'handicap, donc il y a les handicaps qu'on a vus en prénatal, pendant les échographies détectés, et puis d'autres pas. Moi, ce que j'ai déjà vécu, c'est la découverte d'un bébé trisomique après l'accouchement. Donc l'accouchement s'est passé tout à fait normalement et tout ça. Et puis c'est quand on a vu ce bébé où on était là, il y a des signes. Donc on a quelques signes qu'on peut observer. Et on les observait physiquement. Donc en général, les bébés, on ne les voit pas trop, mais il y a certains signes qui font tiquer. Oui. Et donc du coup, là, le plus dur, c'était de l'annoncer à la maman. C'est au rôle des sages-femmes de le faire? Non, c'est pas au rôle de sage-femme de le faire. C'est le gynéco, du coup? En général, c'est le pédiatre. Parce que là, on parle du bébé. Donc, ce qui est bien, ce qu'il faut faire, en fait, c'est encore une fois, on travaille ensemble. En général, on est là aussi. Mais on en parle d'abord au pédiatre qui va venir, qui va regarder, qui va... Ouais, effectivement. Et donc, en général, on ne va pas lui dire, voilà, ton enfant est trisomique. On va lui dire, on a trouvé certains points qui font que... On va mettre ça en relation avec les échographies. Et effectivement, chez cette femme-là, il y avait des points échographiques où on se disait, donc, lors de l'échographie du premier trimestre, on peut déceler une trisomie par la clarté nucale, par exemple. C'est l'épaisseur de la nuque à un certain nombre de semaines qui était déjà élevée à ce moment-là. Et on a proposé à la maman de faire des examens complémentaires pour pouvoir voir si son bébé était atteint d'une trisomie. C'est une maman qui a refusé. Et donc, il y a des mamans qui refusent complètement. Certaines communautés, certaines religions, parce qu'elles partent du principe que de toute manière, leur bébé, elles le gardent quoi qu'il arrive. Elles ne veulent pas savoir.
Donc voilà, chacun le C'est vit. une préparation aussi, oui c'est ça. Chacun fait comme il veut. Moi je pense qu'au plus on en sait, au mieux c'est, au mieux on se prépare et au mieux on peut affronter ça. Et j'ai vu la violence de ce que ça pouvait amener à ce moment-là, parce que la femme elle a complètement occulté ça. Et donc du coup elle n'a pas fait les tests, elle n'a rien fait et elle a vécu sa grossesse normalement. C'était une dernière grossesse à un âge assez avancé, donc elle avait déjà des facteurs de risque d'avoir un bébé porteur de trisomie. Et c'était très violent parce qu'elle ne le voyait pas. Elle voyait un bébé tout à fait parfait qui ressemblait à ses frères et sœurs. Et c'était très très compliqué à annoncer, de lui faire entendre ça. Elle avait déjà annoncé qu'elle avait accouché. C'était l'époque pré-corona, donc il y avait encore beaucoup de visites à la maternité, donc tout le monde devait venir la voir. Elle a demandé à ce qu'on appelle et qu'on dise que c'était interdit les visites, qu'on la change de chambre, qu'on ne lui dise pas qu'elle est là. Enfin, il y a eu tout un processus de deuil de cet enfant parfait qui s'est mis en place, mais qui était vraiment très très compliqué à gérer. Donc voilà, ouais, c'est assez particulier, c'est encore complètement autre chose. Et là, on est épaulé, là, c'est pluridisciplinaire, clairement, entre gynéco, pédiatre, psychologue, psychiatre, des fois sage-femme et puéricultrice et tout ce qui s'ensuit. Donc là, vraiment, on est tous ensemble en train d'accompagner ces femmes-là. La notion d'instinct maternel, qu'est-ce que tu en penses? Alors, l'instinct maternel. Alors, souvent on dit oui, t'inquiète pas, t'as l'instinct maternel, ça va aller. Moi, j'y crois pas vraiment, cet instinct maternel. Je pense qu'il y a des choses qui sont effectivement innées. Oui, c'est vrai, on peut avoir un petit peu. Il y a des. Je sais pas, il y a des choses qu'on va vraiment avoir en nous. Et puis il y a des choses qu'on va acquérir avec le temps, avec l'expérience, avec la vie, avec ce qu'on passe. Donc moi, voilà, il y a des femmes qui vont avoir un premier bébé, qui n'ont jamais eu de contact avec d'autres bébés et qui vont s'occuper de ce bébé comme si elles en avaient eu 20 dans les bras et étaient là, waouh. Là, t'as envie de dire, ah ben ça c'est l'instinct maternel, ça marche toujours. Et donc les femmes, elles se mettent une pression de malade avec cet instinct maternel en disant de toute façon, il y a l'instinct maternel, je saurai comment faire. Puis il y a des femmes qui, pas du tout, elles sont complètement perdues quand elles ont ce bébé entre les mains et elles ne savent pas quoi faire, elles ont l'impression d'avoir deux mains gauches et elles ne comprennent pas pourquoi elles n'ont pas cet instinct, elles ne comprennent pas pourquoi ça ne se passe pas comme ça devrait, alors que pas du tout. C'est pas comme ça, tout s'apprend, tout s'acquiert dans la vie et donc il y a beaucoup d'acquis et on est là pour ça aussi, pour accompagner ces mamans, pour les aider. C'est normal de ne pas savoir changer une couche, il faudrait qu'on vous le montre une fois, au moins pour savoir comment faire, pour habiller un bébé, dans quel sens ça va, il faut le montrer au moins une fois. Et donc c'est hyper important de pouvoir rassurer ces mamans et de leur dire que, en fait, tranquille, souffle, tout va bien, tout est ok, tout se passe correctement et il n'y a pas de stress, quoi. Ce bébé, il est là et vous allez apprendre à vous connaître tous les deux et vous allez apprendre à avoir les bons gestes, que ce soit la maman ou le papa ou ensemble. Et voilà. Donc, moi, je pense qu'il faut arrêter de mettre cette pression avec cet instinct maternel. Oui, il est là, il n'est pas là, j'en sais rien, je sais pas, je suis pas vraiment, j'ai pas fait une étude là-dessus, mais je pense qu'il faut juste essayer de déculpabiliser les mamans à ce niveau-là. C'est comme dire, moi voilà, mon accouchement c'était le plus beau jour de ma vie, ou quand j'ai vu mon bébé, j'étais tout de suite amoureuse. C'est très bien, et c'est génial, et c'est magnifique si c'était ça pour toi, mais ça veut pas dire que ça doit être la norme et que ça doit être ça pour l'autre. Donc si tu accouches et qu'on met ton bébé sur toi et tu es en train de te dire mais c'est quoi ça, qu'est-ce qui se passe, c'est qui et pourquoi il pleure, en fait c'est ok. C'est pas grave. C'est pas grave. Il y a une pression quand même qui est mise sur les... Il y a une grosse pression qui est mise. Il faut l'aimer, il faut le chérir, il faut ci, il faut ça, il faut le regarder avec des grands yeux, plein d'amour et tout. En fait, des fois, ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça de manière tout à fait physiologique et ça vient après. L'amour se construit et tout ça. Puis des fois, il y a la pathologie derrière. Et encore là, on est là pour déceler ça. Donc quand il y a la pathologie derrière, il faut vraiment être présent et pouvoir accompagner ces mamans qui ne se sentent pas à leur place, qui culpabilisent, qui sont des fois pas bien psychologiquement, qui décompensent, parce qu'un accouchement, c'est quand même quelque chose de hyper important dans la vie d'une femme. C'est la matrescence, c'est le fait de devenir mère, ça peut remuer plein de choses dans son passé, dans ce qu'on a vécu, ça peut refaire revenir sa propre naissance
d'une manière inconsciente sur le moment même, la relation qu'on a avec notre maman, la relation qu'on a avec la maternité. C'est tout un chamboulement psychologique, hormonal. Enfin, il y a tellement de choses qui se passent à ce moment-là que c'est normal de ne pas toujours être là, oh, tout va bien, tout est rose, tout est... Non, des fois c'est très compliqué, des fois ça demande beaucoup de travail sur soi, des fois ça questionne juste beaucoup, un peu, et puis voilà, ça passe, mais des fois, il faut vraiment y travailler profondément, et c'est important, c'est hyper important. La dernière question que je vais te poser, c'est, ça fait quoi de donner la vie autant en tant que maman, qu'est-ce que ça t'a procuré comme émotion ou comme ressenti? Comment est-ce que tu ressors de ça? Et en tant que sage-femme? Alors, en tant que maman... T'es sûre d'en vouloir en parler? Parce que je sais pas combien de temps ça va durer. J'ai donné la vie en tant que maman sage-femme, donc c'était quelque chose que... déjà, moi, j'ai voulu être maman très jeune, très tôt. J'avais plein de petits bébés autour de moi. Et j'attendais ce moment avec impatience. Bon, finalement, je n'ai pas eu de bébé très très jeune non plus, mais voilà. Donc, je l'attendais. C'était une évidence pour moi d'avoir un enfant. J'ai eu de la chance de pouvoir en avoir sans trop de difficultés. C'était pas le plus beau jour de ma vie. Non, c'est pas vrai. Les 2 fois. Les 2 fois. C'était vraiment pas du tout les plus beaux jours de ma vie parce que c'était intense. C'était intense, mais c'était intense en plein de choses. C'était intense en tout ce qui pouvait se produire en moi, dans mon corps, dans mon cœur, dans ma tête, dans tout ça. Et c'était un moment magique, c'était génial, comme ça l'était pas du tout. Donc voilà, c'est un peu contradictoire ces journées-là, enfin ces journées parce qu'elles étaient vraiment longues. Mais voilà, ça m'a fait passer du statut de femme au statut de mère. Et ça, c'était vraiment quelque chose que j'attendais. Et j'en étais fière. Et j'en suis fière. Et j'aime bien. J'ai beaucoup aimé. Après, voilà. C'est très propre à toi, évidemment. C'est propre à moi, tout à fait. C'est propre à moi. Mais voilà, je fais pas partie des femmes qui disent que c'est le plus beau jour, ou c'était magnifique, ou tout ça s'est très bien passé. Ça s'est passé, ça s'est bien passé. Je vais bien, mes bébés vont bien. Et c'est bien là le plus important pour moi. J'étais très bien entourée. C'était magnifique. Mais voilà, après ce sentiment, pour moi, il s'est construit. Il s'est construit au fur et à mesure du temps avec mes enfants. Et le fait d'être mère aujourd'hui, waouh, c'est génial. Et non, je ne m'imagine pas ma vie d'avant, revenir à ma vie d'avant. Sans tes enfants. Des fois, ouais, peut-être un petit peu. Peut-être un peu, des fois. Un peu de calme. Mais je peux, voilà, je rigole. Mais non, ma vie sans mes enfants, c'est juste impossible. Et donc ça, c'était génial. Voilà, en tant que sage-femme, c'est pas moi qui donne la vie en tant que sage-femme. Moi, je suis pas là pour mettre au monde un enfant quand je suis dans cette salle. Je suis là pour accompagner une maman qui met au monde son enfant. Je suis là pour l'accompagner dans son désir, dans ses besoins, et pour pouvoir l'épauler, la guider, l'informer et l'aider à l'épuiser en elle, en fait, toutes les capacités qu'elle a déjà en elle. Donc voilà, notre rôle, je pense qu'il est essentiellement là, c'est qu'une femme, qu'elle soit à la maternité, à la maison, dans la jungle, dans la savane, dans sa voiture, n'importe où, elle est capable de mettre son bébé au monde. Et ça, je pense que c'est hyper important de leur rappeler, de leur dire qu'en elles ont tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Il faut juste que, voilà, oui, il y a la sélection naturelle qui fait que des fois, si on est dans la brousse, il y a des mamans qui vont s'en sortir, d'autres qui vont pas s'en sortir, parce qu'il y a une disproportion materno-fétale, parce que voilà, justement, le bassin a une anomalie, ou que le bébé est beaucoup trop gros et que ça passera pas, et qu'à un moment donné, après des jours et des jours et des jours, malheureusement, voilà, avant, heureusement que ça s'est médicalisé, heureusement, on a vu qu'il y a eu une grosse diminution de la mortalité et de la morbidité fœto-maternelle pendant les accouchements, certes, que ce soit des hémorragies après et tout ça, mais en soi, on est capable de le faire. Nos mères l'ont fait, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, nos arrière-arrière-grands-mères. Et il faut savoir que quand nous, on est ici, à l'instant T, en train de donner naissance en Belgique, dans un hôpital, il y a des millions de femmes à travers le monde qui donnent naissance dans d'autres pays, dans d'autres circonstances, avec d'autres moyens, et qui y arrivent très bien. Donc voilà, c'est hyper important de se dire que, voilà, on est des femmes, on est faites pour ça. Voilà, je sais que tout le monde n'est pas de cet avis-là, mais notre corps, en tout cas, sait comment faire, et il faut lui faire confiance.
Et il faut juste leur donner confiance et leur rappeler aux femmes qui ont un peu oublié des fois qu'on est capable de beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est ça, ton mot de la fin. Voilà. C'est ton mot de la fin. C'est mon mot de la fin. Merci beaucoup, Nisrine. À très vite. Oui. Merci.